Bon, bah, je crois que c'est le début de ma présentation. Merci d'abord d'être venu assister à cette présentation. Et je tiens aussi à remercier l'organisation de la WAX de m'avoir permis de faire cette présente, qui est ma toute première en vrai. Donc, baptême du feu pour moi. Voilà, donc cette présente s'appelle Gestion infrastructure Kubernetes co-managée as code. Je vais me présenter tout d'abord en premier. Je suis qui? Je m'appelle Mathieu Artus et ça fait à peu près 5 ans que je travaille en tant que DevOps. Alors oui, en fait, je fais vieux, mais parce qu'avant, je faisais autre chose. Donc ça fait 5 ans que je travaille en tant que DevOps, où j'ai travaillé principalement avec des technos comme Terraform, Ansible, Kubernetes, Helm. J'ai fait aussi pas mal de cloud admin, notamment sur AWS. En termes d'expérience, j'ai travaillé en tout premier chez BNP CIB, où je faisais pas mal de déploiements continus via notamment du Ansible. J'ai ensuite travaillé 4 ans chez Habiteo en tant que la cloud admin sur AWS. Donc Habiteo, qui est une start-up qui fait de la modélisation 3D pour l'immobilier neuf, où je me suis retrouvé avec du haut de mes 6-7 mois d'expérience à être le seul DevOps à gérer toute l'infra. Donc c'était assez excitant, mais très effrayant aussi. Et là, depuis septembre 2022, donc j'ai rejoint les filles et les garçons de la tech, où j'ai fait une mission assez rapide pour éponger des techniques donc chez Neomi, qui est une boîte, une start-up aussi, qui est une fintech qui en gros fait de la digitalisation de tout ce qui est les papiers entre les promoteurs immobiliers et les garants, donc qui sont souvent des banques ou des assurances. Et là, depuis 4 mois maintenant, je travaille chez Orange Business. Donc c'est ce travail-là que je vais essayer un peu de vous présenter. Donc c'est un retour de petite expérience, hein, c'est pas... Donc le sommaire de cette présentation, je vais d'abord vous présenter là où je travaille, donc la Product Factory. Ensuite, je vais aussi un peu vous présenter la stack technique qui est un peu le produit finalement qui est commercialisé par la Product Factory. Et ensuite, je vais vous présenter deux choses que j'ai découvertes, enfin 2 technos que j'ai découvertes en travaillant là-bas. Donc c'est QLang et Nix. Donc peut-être que des gens connaissent ici, mais en tout cas, je trouve que ce n'est pas forcément des technos qui sont hyper courantes, hyper connues. Donc la Product Factory,
C'est forcément une division d'Orange Business, donc, qui a pour mission de fournir les outils aux autres équipes d'Orange, donc pour accompagner leurs clients dans le déploiement d'infrastructures Kubernetes dans le cloud. Donc en gros, c'est un peu du CAS, si vous voulez. C'est une cinquantaine de personnes qui sont divisées en 4 équipes. L'équipe Apps, dans laquelle je travaille, qui s'occupe du déploiement et de la gestion des outils qui sont provisionnés dans les clusters. Il y a une équipe Automation qui, elle, va développer vraiment toute la base code et le déploiement de l'infra, donc base code des outils qu'on va utiliser. Une équipe front qui va s'occuper des outils web pour facturation, dashboard, gestion de clients. Équipe front dans laquelle je travaille aussi un peu en tant qu'intégrateur. Et enfin, une équipe monitoring qui travaille pour le monitoring pour la Product Factory et aussi, surtout, pour les clients, parce que c'est un peu le cœur de l'offre de la Product Factory vis-à-vis des clients. Puis, évidemment, il y a une classique équipe support qui est un peu transverse, qui s'occupe de gérer les incidents et les questions vis-à-vis des clients. Donc, qu'est-ce qui est commercialisé par la Product Factory? Donc là, j'ai pris la slide officielle, qui n'est pas forcément, je trouve, hyper explicite. Mais bon, voilà. Le programme NGOT, c'est pour Next Gen Ops Tooling. Il s'agit de moderniser les outils et les usages pour le Managed Services, donc une autre branche d'Orange Business, leur rationalisation ainsi que celle des coûts. Donc en première intention, le programme il se focalise sur de nouvelles problématiques telles que les API en ligne, l'autoscaling et le co-management. Donc, les cibles de ce programme, ça va être de déployer des choses dans plusieurs clouds publics, forcément Flexible Engine, qui est le cloud d'Orange, mais aussi AWS, Azure, GCP, les shared clouds ou encore les telco clouds. Donc, dans le contexte de ce programme-là, la Product Factory elle a pour mission de fournir, maintenir et opérer les produits et solutions pour les autres équipes d'Orange. Donc, en termes de workflow, c'est assez proche de ce qu'on a pu voir aussi dans la présentation précédente. C'est une méthode agile Workframe Safe, donc avec les DSM et tous les autres rituels, des Scrum Masters, des PO, le ticketing, mais c'est via Jira. En termes de dev pur, on va dire, tout se fait via DMR, qui sont soumises à des peer reviews. Tous les changements d'infra, c'est un ticket de changement qui est approuvé par un Ops. Tous les déploiements se font via la CI. Ils se font même d'ailleurs via GitLab. On fait juste un commentaire sur la MR et ça déploie les changements en staging. Et tous les week-ends, donc, il y a une pipeline qui va checker tout ce que vous avez sur votre infra déployé et checker le drift par rapport à ce que vous avez dans vos repos, histoire d'être sûr qu'il n'y a pas eu de... Ça c'est pareil, ça c'est classique, il n'y a pas eu de changement fait à la mano dans la semaine. La stack technique, donc de qu'est-ce qui est déployé, qu'est-ce qui est entre guillemets, vendu par la Product Factory. Donc à la base, c'est des clusters Kubernetes. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont déployés dans toutes sortes de clouds, des clouds publics, des clouds partagés, des telco clouds. Donc, c'est peut-être un peu moins connu, mais en gros, c'est voilà, le principe de virtualisation des data centers, mais appliqué à des stacks techniques réseau. Ces clusters, ils sont basés sur du Rancher. La sauvegarde-restauration, elle est assurée par la doublette Velero Ristic. Et la gestion des secrets via Vault. Donc c'est quand même jusque-là des technos qui sont assez connus. En termes de droits de connexion, il y a évidemment des bastions. Je n'ai pas le droit de vous citer le nom de l'appli qui sert pour les bastions, parce que c'est encore en cours de négo, mais ça commence par un prix. C'est une appli qui permet de créer des tunnels sécurisés donc pour accéder au réseau privé. C'est une application web en fait, qu'on va placer au devant de vos services distants. Donc ça permet de se connecter via du SSH, du RDP, VNC, et ça permet d'ailleurs aussi de se connecter à d'autres applis web en HTTP ou HTTPS. Tout ce qui est hautante sur ces clusters se fait via deux choses.
Donc Shibboleth Sign-On, enfin Shibboleth et qui s'appelle du coup Sign-On côté Orange, et pareil quelque chose qui est assez connu quand même dans l'écosystème Kubernetes, c'est Keycloak. Et enfin, toute la partie autorisation, ça c'est un produit pur Orange qui s'appelle OBMyPortal, qui permet de gérer les utilisations via les autorisations des utilisateurs via ce qu'ils appellent des habilitations. Donc, j'ai pas pu résister à vous mettre ce schéma parce qu'en vrai, moi, depuis que je suis arrivé chez Orange, j'ai surtout travaillé sur Keycloak. J'ai fait 4 mois de déploiement de Keycloak, donc je me suis dit, je vais quand même vous faire un petit récap, un peu comment ça fonctionne. Donc, où ici, souvent dans l'authentification, Keycloak va plutôt servir en fait d'identity broker plutôt que d'identity provider. À savoir qu'il n'y a aucun user qui est renseigné dans Keycloak. Donc, quand un user veut se connecter, par exemple au Bastion, il arrive sur la page de l'interface graphique, il y a un bouton qui lui dit tu peux te rediriger vers la connexion IDC. Donc en fait, tu vas être redirigé sur la page de Keycloak. Là, il y a un bouton Sign-On qui évidemment le redirige sur la page Orange Sign-On. Donc en fait, là derrière, il va y avoir un Active Directory. Donc ils vont pouvoir rentrer juste de leurs identifiants génériques qu'ils utilisent tous les jours pour leur mail ou pour d'autres choses. Donc une fois qu'il s'est connecté là-dessus, en fait Keycloak va récupérer les fameuses habilitations, les mapper dans un token, et ça va correspondre à des rôles côté Bastion, et ça va permettre à l'utilisateur d'avoir accès uniquement aux ressources qui sont destinées à être utilisées par cet utilisateur et pas autre chose. Donc, en termes de monitoring, ce qui est présent sur ces clusters, c'est pareil, c'est une stack qui est assez classique. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette techno. À savoir, pour les metrics, on a du Prometheus, Alert Manager. Je dirais que je n'ai pas mis, mais pour la visualisation des alertes, il y a un petit Karma aussi. Pour les dashboards, c'est du Grafana, Thanos pour la sauvegarde, et Loki pour tout ce qui est Loki Promptail pour tout ce qui est log et centralisation des logs. Ce qui est particulier ici, c'est ce que j'ai marqué en bas, c'est que le monitoring, c'est quand même, déjà à la base, c'est super important, mais dans le cas du programming code, dans la Product Factory, c'est encore plus important parce que ces métriques, c'est aussi les métriques qui vont servir à la facturation. Plus les gens, par exemple, vont utiliser de CPU, et plus ils vont payer cher. Donc, on a intérêt à avoir quand même un monitoring qui soit résilient et juste. Les autres outils qui sont déployés donc, dans les clusters, il y a Gitee, qui est peut-être pas forcément le plus connu des repos Git, mais qui a l'avantage d'être une plateforme qui est légère. On peut installer sur plusieurs plateformes. C'est facile à installer parce que ça s'installe via Docker, donc facile à installer dans un cluster kube. Et ça se développe pas mal. Ça commence vraiment à avoir des fonctionnalités assez poussées. C'est vrai qu'avant, c'était un client très light, mais maintenant ça commence vraiment à se développer niveau fonctionnalités. Pour ce qui est repo d'image, c'est Quay, donc pareil, je pense que vous connaissez assez bien. Donc c'est compatible Docker, Podman ou Rocket. Il y a aussi des scans de vulnérabilité intégrés, entre autres plein d'autres choses. Pour la CI/CD, enfin les pipelines en eux-mêmes purs et durs, c'est Concourse. C'est pareil, c'est pas forcément l'outil le plus connu, mais ça a quand même pas mal d'avantages. C'est que les pipelines sont comme des makefiles, distribués continus. Donc ici justement, pareil, dans la présentation d'avant, vous avez entendu parler, pas de langage propriétaire, un peu comme Groovy par exemple. Voilà, c'est des choses qui sont assez simples à mettre en place. C'est léger, multiplateforme, c'est pareil, c'est facile à installer parce que c'est dans une image Docker. Et surtout, ça fonctionne out of the box, il n'y a pas des milliards de plugins à gérer pour que ça fonctionne. Et le dernier petit truc déployé, c'est évidemment pour les clients un petit dashboard qui leur permet d'avoir un récap de tout ce qui est déployé, de retrouver leurs ressources et aussi de retrouver un peu les liens vers le monitoring, les alertes, l'état de leur CI et un peu tout ça. Donc jusque-là, vous dites, bon, super, il vient de nous faire un catalogue, mais de quoi il va nous parler ? Donc la première chose, c'est quelque chose que j'ai découvert donc, en arrivant là-bas.
c'est les configurations qui sont gérées donc, via un langage, et plus particulièrement un outil, mais là, on va parler de QLang. Donc, c'est quelque chose que vous avez tous rencontré. Là, les déploiements, ils se font avec les outils classiques d'Infrascode. C'est du Helm, du Terraform, en Ansible. Quand on a interagi avec des API pour de la post-config, c'est du scripting Python. Et puis, on a toutes nos petites images Docker qui sont stockées dans le Quay. Donc, tout ça, c'est voilà, des outils connus qui sont super performants. Mais ça n'empêche pas l'existence de certains problèmes. Surtout quand vous travaillez dans un environnement multi-cloud qui est partagé entre vous, équipe Ops, et aussi que vous avez les clients qui mettent leurs mains dedans. Donc vous avez un peu des clusters dans tous les sens, des VM, des bases RDS. Donc l'idée c'est de vous dire, quand vous intervenez par exemple aussi par monitoring, parce que du coup on fait du monitoring, vous dites comment être sûr que quand je vais toucher dans un cluster à un Prometheus, je ne vais pas foutre un peu le souk aussi sur le Prometheus de mon client, quoi. Aussi, comment du coup, vu qu'on a quand même des différents cloud providers, c'est déployé dans beaucoup d'endroits différents, comment éviter en fait d'avoir une multiplication des fichiers de config, que ce soit Helm ou Terraform ou Ansible. Oui, là, qui soit vraiment, qu'on en trouve un peu partout, et que ce soit, qu'on n'arrive plus à retrouver ces petits. Donc c'est souvent un peu le problème. Et aussi comment gérer le fait que vos configurations, il n'y a pas que la personne ou l'équipe qui écrit le code qui puisse faire le déploiement ou la modifier, mais qu'un peu tout le monde puisse mettre les mains dedans au besoin s'il veut déployer un peu le même type de ressources, sans que ce soit trop difficile. Donc la première idée appliquée dans le Product Factory, c'est essayer un peu de mettre une couche d'abstraction sur l'infra pure en créant ce qu'ils appellent, ils ont appelé ça des zones. Donc en gros, il s'agit de regrouper entre elles différentes ressources qui sont liées par leur fonctionnalité finale. Plutôt en disant, plutôt que d'avoir des VPC, des clusters cubes qui se traînent un peu dans tous les sens, là vous pouvez, ils ont décidé de regrouper ça dans ce qu'ils appellent des zones. Donc par exemple, si je veux déployer un keycloak, je crée une zone authentification et puis du coup derrière cette zone j'aurai ma base RDS, des pods, un namespace, des configurations de connexion Bastion. Tout ce genre de choses va être contenu dans les informations de la zone. Deuxième couche voilà, qui permet de simplifier ces choses-là, c'est notamment l'utilisation de QLang. Alors QLang, le Q c'est pour Configure, Unify, Execute. C'est un langage open source donc avec un ensemble riche d'API et d'outils pour définir et gérer et valider toutes sortes de données. Donc des configurations, des API, des schémas de base de données. Comme c'est développé en Go, comme beaucoup d'ailleurs d'autres outils dédiés au cloud, on peut utiliser les mêmes packages et les mêmes définitions. Donc déjà, ça permet quand même d'avoir une base de package assez importante. Donc du coup, il y a une bonne intégration avec Kubernetes, mais aussi avec le YAML et le JSON. C'est vraiment orienté validation de données aussi, et validation de configuration. Donc avec les définitions que vous pouvez écrire assez facilement, ça permet de réduire énormément les boilerplates que vous avez dans le code pour les configs à grande échelle. Donc par exemple, vous avez 10 fois les 4, 5, 6 lignes pour se connecter à un Vault ou j'en passe encore. Donc avec ces deux choses, l'idée des zones plus QLang, en interne, ils ont développé un outil qui s'appelle Trackbone, donc qui est développé évidemment en Q. Qu'est-ce que fait cet outil? Il va évaluer déjà un dossier Q et récupérer toutes les définitions qui sont dedans, et surtout deux définitions qui sont importantes. Une définition qui s'appelle env, donc en fait là où il va chercher toutes les informations sur vos fameuses zones. Donc c'est-à-dire les informations de connexion, les adresses IP, ce que vous avez besoin pour vous authentifier sur cette zone. Et il évalue aussi donc, une définition qui s'appelle config, donc à savoir derrière avec quoi votre config Q Trackbone va interagir. Ça va être soit du Helm, soit du Ansible, soit du Terraform. Ça peut être aussi un peu d'autres choses, mais c'est vraiment les trois technos qui sont ciblés derrière.
Et ainsi qu'il y a plusieurs d'autres packages qui ont été rédigés pour Trackbone, notamment pour interagir avec Vault, pour faire des read-write, login list par exemple. Des choses plus simples aussi pour faire des mkdir, des create, des read. Donc en gros, il faut prendre Trackbone comme une code base qui vous permet d'interagir donc avec vos outils de déploiement Helm, Ansible, Terraform, donc en surchargeant les configs que vous avez écrites, des configs normales, mais aussi pour simplifier la connexion à l'infrastructure. Donc comment ça se passe un peu plus en manière pratique. Vous développez votre code classiquement, donc Helm, Terraform, etc. Donc évidemment, bon, ça c'est un peu classique, hein, le plus générique possible, hein, pour éviter d'avoir à tout réécrire dès que vous changez deux, trois variables. Ensuite, en fait, vous allez développer votre code en queue qui va jouer votre configuration que vous avez faite précédemment en fonction des environnements, donc en fonction des zones. Donc du coup, concrètement, ce que vous faites, une fois que vous avez fait votre configuration, vous faites un Trackbone apply ou un Trackbone plan, la zone, la configuration, et lui, en fait, Trackbone, l'outil, il va comprendre directement que, comme votre configuration, par exemple, c'est du Helm, donc il va faire un Helm apply ou un Helm diff ou des choses comme ça. Donc évidemment, là, c'est un apply, donc ça va être un Helm apply. Et ensuite, il va aller chercher toutes les informations de connexion, toutes les informations par rapport à la zone. Donc si votre cible de configuration, c'était plutôt une base RDS, il va chercher l'adresse IP. Si dans votre zone, en fait, vous allez cibler un cluster cube, il va chercher la config pour faire un K-switch. Tout un truc comme ça. Donc du coup, ça permet vraiment d'avoir un outil aussi, parce que là j'ai juste mis apply, mais on peut faire quand même d'autres choses avec. On peut faire du diff, du destroy, du plan. Donc en plus, ça vous permet aussi de ne pas vous prendre la tête à chaque fois en disant, quand vous passez de Terraform, Ansible ou Helm, ah merde, c'est quoi déjà cette commande pour faire un dry run. Là, en fait, vous avez toujours en fait la même ligne de commande à taper, peu importe derrière ce que vous jouez. Et en plus, ce qui est assez pratique, c'est que pour tout changement futur, vous n'allez pas forcément mettre les mains, surtout par exemple dans l'exemple des Helm-charts. Ça peut être, il y a une grosse arborescence, il y a plein de fichiers. Donc des fois, qu'on veut juste modifier un truc très simple, on ne sait pas toujours où aller chercher le truc qu'on veut modifier. Là, si la config a été bien faite, vous prenez juste le fichier queue, vous modifiez, vous rajoutez une variable, vous rajoutez la chose que vous avez besoin de déployer, et vous touchez à rien d'autre. Je vous ai quand même mis un petit exemple pour voir un peu concrètement à quoi ça ressemble. Donc là, je suis revenu à mes amours qui cloquent, on va dire. Donc c'est par exemple si je veux déployer un nouveau Realm qui va s'appeler CelaWax. Vous tapez, vous faites appel à un package Terraform qui est un package classique de queue, et vous voyez que direct ça commence par env, et là vous mettez zone avec juste un tiret bas. C'est juste pour dire zone, je me fiche complètement de ce que c'est, un tiret c'est whatever, un string, une map, on s'en fiche, il va prendre tout ce qu'il veut. Et ensuite vous allez pouvoir commencer, donc c'est ce que je disais, deuxième définition, la définition config, où ici vous voyez que c'est marqué tfconfig évidemment pour Terraform. Donc ce qui est bien, c'est que cet outil du coup il connaît votre config, mais il connaît l'infra, donc vous pouvez facilement variabiliser des choses en fonction de la zone. Vous pouvez récupérer plein de petites choses comme le nom de la zone ou l'infrazone, le domain name. Donc vous pouvez facilement du coup variabiliser votre code en fonction des environnements sans trop lutter. Parce que par exemple, je ne sais pas, dans Terraform, si vous avez déjà essayé de vous faire des bonnes boucles for each avec des local var, des fois on peut un peu s'arracher les cheveux quand votre variable elle n'est pas hyper simple. Et donc ce que l'on voit, c'est que là du coup, si moi je veux juste déployer un nouveau Realm, concrètement tout ce que j'ai à faire, c'est en bas rajouter ce bout de code. C'est à peu près aussi simple que ça. Donc ça permet quand même vraiment d'avoir
quelque chose qu'on peut modifier. Du coup, il suffit juste de faire un peu de doc et on dit aux personnes suivantes, ils peuvent déployer des nouveaux realms où ils veulent, sans que forcément ce soit le gars qui s'occupait de ça à la base, qui revienne dessus, qui dit attends, je vais le faire pour toi. Les gens peuvent être quand même facilement autonomes pour déployer des nouvelles configs. Alors bon, j'ai fait que des remarques positives, mais évidemment, il y a aussi du pour et du contre. Alors bon, comme je l'ai dit, ça permet de gérer facilement les configurations Ascode. C'est aussi une adaptation facile et déploiement donc en fonction des environnements, hein, parce que vous avez juste à changer le nom de la zone et c'est vraiment quelque chose, vous n'avez pas à vous occuper des secrets dont vous avez besoin, des clés SSH, ce genre de choses. C'est donc facile à modifier pour les futurs utilisateurs et comme je disais un peu plus haut, ça évite surtout aussi le partage de secrets. C'est vraiment Trackbone qui va faire toute la moulinette pour aller chercher les secrets Vault, pour se connecter à vos clusters, tout ce genre de choses. Après, comme tout outil spécifique, ça nécessite évidemment un temps d'adaptation. Donc au début, il faut un peu à comprendre comment ça fonctionne. Q en lui-même, c'est pas encore un langage très très courant et très connu. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez, en plus, un langage quand même assez rigide, qui est assez sensible au formatage et ce genre de choses. Donc, quand vous avez des problèmes, bon, si vous allez sur Stack Overflow, il y a peu de chances que quelqu'un vous réponde. Il faudra plutôt se taper la bonne doc. Évidemment, comme aussi cet outil, c'est un outil développé en interne, ça nécessite du dev supplémentaire, ça nécessite d'avoir des gens qui sont mobilisés juste pour ça. Donc ça fait, entre guillemets, par rapport aux financiers, on va dire, des gens qui sont immobilisés et qui n'ont pas de valeur, entre guillemets, ajoutée tout de suite visible, quoi. Et bon, là, je vous ai évidemment épargné toute la routine qu'il faut faire, mais ça nécessite aussi quand même des étapes supplémentaires de configuration pour que l'outil Trackbone prenne mode config et la joue. Il faut quand même la déclarer à différents endroits. Donc c'est aussi assez rigide dans l'arborescence et dans tout là où vous allez exécuter vos commandes. Voilà, il faut être un peu attentif au début. On a vite fait de se planter dans les configs et là où on lance ses commandes. Deuxième chose dont je voulais vous parler très brièvement aussi, donc c'est le versionnage des outils. Et là, qui se fait via une techno qui s'appelle Nix, que vous connaissez peut-être, mais que moi je ne connaissais pas du tout avant d'arriver dans cette équipe. Donc voilà, ce que je dis, c'est que même si le dev infra-code il est moins sensible que le dev applicatif, il y a quand même des problématiques communes, qui est notamment la première, c'est le versionnage des outils. C'est bien beau de développer des choses, mais si chacun développe avec une version de provider ou avec une version de Helm différente, on risque vite d'avoir des petits soucis. Il y a aussi des choses qu'on a développées il y a un peu longtemps et on a mis à jour toute notre stack d'outils et en fait on se rend compte que ça ne fonctionne plus alors que le code en lui-même il est encore valable. Donc ça peut être aussi un peu rageant. Et enfin aussi, il y a un problème, c'est souvent comment s'assurer que ce qui est fait sur les postes et ce qui va être ensuite déployé via la SCI, ce soit ISO. Donc dans les grosses SI, ce problème il est souvent adressé par le fait qu'on va verrouiller un peu les environnements, les accès au package. Donc généralement, vous pouvez télécharger que telle version de Terraform, par exemple, ou peu importe de Apache. Donc ça permet vraiment d'être sûr que tout le monde a les mêmes outils. Le problème, c'est que ça nécessite quand même du coup d'avoir une USI assez importante. Il faut des gens qui soient capables d'évaluer les paquets, et surtout qu'ils soient capables de gérer un repo de package. Donc ça, c'est pas forcément toujours accessible pour n'importe quel team. Et puis en plus, généralement, quand on est sur ce genre de process, le temps que les paquets soient validés, on est rarement super à jour par rapport à ce qui sort. On est souvent quand même quelques versions en arrière. On peut aussi décider d'avoir une documentation complète, ce qui devrait d'ailleurs toujours être le cas, mais bon, souvent on se rend compte que, je pense que tout le monde s'est rendu compte en arrivant dans des nouvelles teams, la documentation c'est pas forcément pareil, la chose prioritaire.
parce que des fois on n'a pas forcément envie de la faire. Et de deux, c'est pareil, hein, c'est comme d'autres trucs, c'est pas ce qui est le plus visible vis-à-vis, on va dire, du business. Donc il y a une autre, il y en a certainement plein d'autres, mais il y a une solution qui fonctionne assez bien, ça s'appelle Nix. Donc Nix, c'est un gestionnaire de package qui est purement fonctionnel. Les packages, ils sont traités comme des valeurs de langage dans un langage de programmation purement fonctionnelle, comme du Haskell, et ils sont construits par des fonctions qui n'ont pas d'effet de bord, vous n'allez rien modifier, hein. Vous n'allez pas chercher d'autre chose que ce que vous avez déclaré dans votre package, et du coup, chaque package, généralement, ils vont être stockés, vous pouvez changer le pass, hein, mais par défaut, ça va être le pass /nix/store, où chaque package, en fait, aura son propre sous-répertoire. Donc là, j'ai donné un exemple en dessous. Vous voyez qu'il y a une espèce de chaîne de caractères un peu barbare, puis après Firefox 33.1. En fait, cette chaîne de caractères, elle est utile parce que c'est un identifiant unique pour chaque package et de toutes ses dépendances. Et en fait, cet identifiant, c'est juste un hachage du package et de son arbre de dépendance. Donc comme ça, on est sûr que cet identifiant, il ne sera jamais répété en fonction du package et de ses dépendances. Donc ça permet aussi du coup d'avoir des versions multiples et on est sûr que chaque version fonctionne indépendamment de l'une de l'autre et de switcher facilement. Le processus de build de ces packages, comme il ne prend que les dépendances qui ont été déclarées explicitement, eh bien on est sûr que si le build fonctionne, le package va fonctionner partout, il ne va pas utiliser des ressources que vous pourriez avoir sur votre machine pour faire le build. C'est multi-utilisateur, du coup, comme aussi on peut héberger des versions multiples, on peut faire des upgrades et des rollbacks atomiques sans avoir trop de problèmes. C'est agnostique des langages de programmation et ça fonctionne sur Linux et macOS. Désolé pour les utilisateurs Windows. Comment ça fonctionne un peu concrètement, notamment le build des packages. Donc vous pouvez évidemment, il y a un grand repo qui existe, qui est à cette adresse-là, mais vous pouvez aussi donc construire vos propres packages, donc avec ce que Nix appelle une dérivation. Donc bon, le but du jeu, c'est pas non plus de vous faire description de tout ce qu'il y a là. C'était juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais vous voyez que vous avez vos déclarations de dépendance ici et le package que vous voulez builder, c'est quelque chose d'assez simple. On va comprendre que dans ce fichier, on va aller chercher un tarball pour exécuter un GNU Hello. Donc ce code, vous le stockez dans un fichier .nix. Et ensuite, après, vous faites juste un nick build. Bon, là, je l'ai appelé défaut. Et si on fait juste ça, ça ne va pas marcher. Parce qu'en fait, vous avez déclaré vos dépendances en haut. Et il faut toujours, donc ce que je disais, c'est que tout est déclaré de manière explicite. Et il faut vraiment avoir toutes ces dépendances. Il ne va pas chercher si ces paquets sont présents sur votre machine. Il faut donc dire explicitement, importe-moi les paquets que j'ai déclarés là-haut. Comme ça, on est sûr qu'on a un package qui fonctionne de manière autonome. Et vous voyez là, du coup, il y a le fameux hachage qui arrive là, qui correspond donc à votre arbre de dépendance. Donc, jusque-là, on dit bon, c'est super, on build des packages, mais bon, il y a d'autres technos qui le font. Concrètement, comment ça simplifie la vie du dev, de votre développement? C'est donc en fait, vous pouvez placer un peu partout où vous en avez besoin un fichier shell.nix. Dans ce fichier, vous allez déclarer les packages dont vous avez besoin. Et après, dans votre shell standard, vous tapez nix shell. Lui, Nix va lire votre shell.nix. Et vous êtes sûr que du coup, voilà, quand vous arrivez dans votre shell.nix, vous avez la bonne version de Ruby. C'est une manière de faire. Vous pouvez aussi faire du Nix shell et directement dropper des paquets là où vous êtes, sans forcément avoir déclaré ce fichier-là. Et surtout, ce qu'on comprend quand on a un
tel fichier, c'est que du coup, vous faites votre dev avec votre version Terraform, votre version de Helm, toutes ces choses-là. Vous les déclarez dans le shell.nix et ça va être guité en même temps que le reste. Donc quand une personne, après vous, repasse pull le repo, il a juste à faire nix shell et il sait, déjà ça va s'installer tout seul, il ne va pas se prendre la tête à se dire comment je vais installer, est-ce que je vais installer de la même façon, est-ce que je vais avoir le même comportement. Tout va être installé automatiquement et vous êtes sûr d'avoir directement les bonnes versions. Donc là, pareil, je dis que les bons côtés, mais évidemment, il y a aussi des mauvais côtés. Donc les bons côtés, c'est que du coup, vous avez une gestion des paquets qui est efficace, idempotente. Donc comme je disais, pas de stress quand vous arrivez dans un nouvel environnement de travail. Pas de stress pour installer l'environnement de dev. Vous pouvez donc guider et versionner tout votre outillage pour chaque chose que vous voulez développer. Et ça permet du coup forcément un partage facile sur le CI/CD parce qu'il suffit que votre CI/CD lise aussi ce shell.nix et à reprendre les bonnes dépendances. Les mauvais côtés, c'est que comme tous ces packages et leurs dépendances, ils sont tous uniques, vous avez vite fait télécharger la terre entière à chaque fois que vous êtes sur un niveau repo Git. Donc moi, personnellement, je crois que j'en suis déjà à peu près à 20 gigas dans mon Xstore en 3 mois. Et donc ça ne va pas aller en diminuant. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez gourmand. Si vous fonctionnez, bon forcément, il y a aussi une adaptation de travailler avec le Nix Shell, parce que c'est pareil, il y a des commandes à taper, il faut être sûr qu'on est au bon endroit. Quand vous travaillez en plus avec le Nix Store standard, entre guillemets, il y a une limitation du cache. Donc très vite, si vous avez un compte, on va dire normal, si vous faites fonctionner votre CI à fond, ça va taper tout le temps pour aller chercher les dépendances et les packages, et vous allez vous retrouver des fois avec tout simplement vous allez vous faire bouler et votre build va casser parce que vous avez trop tapé dans le cache. Évidemment, ça nécessite aussi du dev supplémentaire et c'est pareil, Nix, c'est pas forcément hyper courant. Donc quand vous avez un problème avec, il faut un peu retourner sur notamment ce qu'ils appellent les Nix Pills ou c'est la doc officielle. Le Product Factory, là, je n'en ai pas parlé pour des raisons de concision et de temps, mais ils ont quand même un peu adressé ces problèmes-là en développant un autre outil interne qui s'appelle la Toolbox, donc qui déjà évite aux gens d'avoir à taper trop de commandes Nix, de choses comme ça. On fait juste des Toolbox install et des choses comme ça. Donc ça permet déjà un peu de limiter, on va dire, le temps d'adaptation. Mais en tout cas, voilà, cet outil de Trackbone QLang combiné avec Nix, donc la Toolbox, ça permet vraiment de simplifier et de se concentrer uniquement sur son dev et de ne pas passer trop de temps à réfléchir à comment se connecter à l'infra ou à comment installer toutes ces dépendances. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions. Bonjour, merci pour le retour, c'était intéressant. Est-ce que tu connais SDF ? Un petit peu, oui. Un petit peu. Et donc ma question, c'était Nix par rapport à SDF, ça a l'air d'être la même visée. Est-ce que tu as une idée de pourquoi Nix vs SDF ou pas ? Alors Nix, c'est aussi... je pense qu'il y avait... Pardon. Il y avait aussi quelque chose de partial, c'est c'est un OS aussi. Donc il y a une partie de la team qui travaille sous NixOS directement. Donc je pense que voilà, il y avait... c'était pas forcément un choix uniquement technique, technologique, mais aussi un choix un peu de cœur, parce qu'il y a des gens qui travaillent sous NixOS, donc ça leur permettait de... Parce que c'est aussi un langage Nix, enfin, il y a tout un langage qui va derrière, donc ça leur permettait de rester un peu dans le même bain.
Ok, merci. Bonjour, merci pour le partage. Pour la première question, vous avez déjà répondu. Est-ce que vous utilisez Nix pour d'autres utilisations autres que Package Manager? La deuxième question, je me demande pourquoi vous êtes parti directement sur QLang et non pas DAL, par exemple. Parce que c'est un métalangage, c'est un peu plus facile, c'est fonctionnel et vous êtes un peu dans la même, mindset que Nix, puisque c'est du fonctionnel pareil. Oui, oui. Vous parlez par rapport à QLang ou par rapport à Nix? Par rapport à QLang. Ah, par rapport à QLang. Enfin, vu un peu les inconvénients qui sont un peu nombreuses, pourquoi ne pas partir déjà sur une stack classique, des rôles avec Ansible, du Ninja, etc., parce que ça fait à peu près la même chose. Voilà. Donc je pense que déjà l'idée, c'est plutôt que de partir sur quelque chose de classique, c'est que justement comme ils avaient commencé à réfléchir à la construction des zones et tout ça, il fallait vraiment un outil qui puisse aller voir, aller piocher des fichiers de config de zone qui sont quand même assez gros. On parle de 2-3 000 lignes pour les définitions des zones et tout ça. Donc il fallait déjà un langage qui puisse quand même assez facilement parser tout ça sans bouffer. Parce qu'en gros, à chaque fois que vous allez lancer une commande, il va quand même aller parser tout ça. Donc il fallait que ça quand même limite la mémoire que ça prend. Donc apparemment Q, j'ai bien apparemment, parce que moi à la base je ne suis pas dev du tout, apparemment Q est assez efficace pour ça. Et aussi c'est le côté pour communiquer. Derrière il y avait des fichiers de configuration, c'est du Helm, donc qui sont développés en Go aussi. Et donc ça permettait vraiment assez facilement de faire cet interfaçage. Donc en fait, d'ailleurs c'est même c'est un peu le but de ce langage à la base, qui est une sorte de métalangage, que c'est développé sur du Go. Mais voilà, c'est un peu vraiment le but, donc il est assez efficace pour ça. Super. C'est vrai qu'on aurait pu le faire directement en Go en vrai, mais finalement ça aurait été plus compliqué au niveau dev et entretien. Et aussi ça, c'est parce que les équipes qui s'occupent de l'entretien, de ce tooling, il y a une task force assez limitée, donc il fallait que, entre guillemets, 2-3 personnes puissent entretenir assez facilement cet outil. Et l'outil Trackbone, c'est un outil homemade aussi? Oui, c'est complètement homemade. D'accord. Et ça ajoute quoi finalement, l'outil Trackbone? L'outil Trackbone, c'est ce que je disais, c'est que en gros, ça permet vraiment d'aller compiler les informations infra avec les configurations. Donc ça permet dans les configurations Q, en fait, de pouvoir variabiliser facilement et surtout de ne pas s'occuper de tout ce qui est connexion à l'infra. Donc lui, c'est un outil qui va pouvoir et regarder les fameux fichiers de zone et regarder vos configs. Et ensuite, il y a plein de définitions, de moulinettes derrière qui vont permettre de se connecter. Donc ça permet vraiment de limiter surtout ce que j'expliquais, d'aller taper le mauvais cluster, ou même dans un même cluster, d'aller taper des mauvaises ressources, donc en utilisant ces fameuses définitions de zone. Et ça interagit, comme c'est du Q, ça interagit facilement avec le reste de la config. Merci. Bonjour, merci. Moi, je reviens sur les outils Toolbox et l'autre, c'était Trackbone. Il y a une volonté de libérer le code, de le rendre public. Est-ce qu'il y a une volonté de le rendre public, ces outils-là? J'entendais pas très bien. Est-ce qu'il y a volonté de rendre public les outils Trackbone? Alors, la Toolbox, je crois que c'est sur un repo public, mais non, malheureusement, le Trackbone, pour l'instant, il n'y a pas volonté d'en faire un outil open source là tout de suite. Après, je ne dis pas que ça va justement continuer comme ça, parce que ça va être peut-être difficile de maintenir tout ça dans le futur. Okay, merci. Mais malheureusement, oui, c'est un peu du homemade et privé.
Merci à vous. Got your back. If you need lunch, I got your snack. Whatever you want, I'll grow for you. Feels like lightning and thunder.